Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Effectivement, la préoccupation pour les communautés d'apprentissage est arrivée un peu comme une synthèse à beaucoup d'expériences et beaucoup de préoccupations que j'ai eues au cours de ma vie professionnelle. Parce que moi, ça remonte à loin, ma thèse de doctorat portait sur les processus de changement en éducation. Et travaillant sur les processus de changement, travaillant sur les méthodes de recherche, j'en suis venue à m'intéresser évidemment au développement professionnel des personnels scolaires. Et est apparue dans la littérature au début des années 2000 une préoccupation pour revoir en quelque sorte, repenser en quelque sorte les stratégies de développement professionnel. On voulait dépasser ce que j'appellerais le paradigme de l'expert, la personne qui s'en vient donner des ateliers de formation, qui retourne chez lui ou chez elle. Et on a voulu apporter ou développer des méthodes plus participatives au développement professionnel. Alors c'est comme ça que j'en suis venue à démarrer des lectures sur les communautés d'apprentissage et à m'engager dans des recherches avec des gens du milieu scolaire sur les communautés d'apprentissage, enseignants, comme Suzanne l'a dit, enseignants, directeurs d'école et conseillers pédagogiques. Ah oui, c'est important. Vous avez copie de ce que je vais vous présenter ce matin. C'est l'onglet. Je viens de le publier sur Twitter, je vous m'en vais sous les yeux. Puis il est déposé sur le site de l'association. C'est quel onglet? L'onglet la journée de formation. C'est en événement, journée de formation, documentation. Alors donc, je fais un bref historique. En 2011, le Conseil supérieur de l'éducation m'a invité en disant, mais quand on regarde la littérature sur les communautés d'apprentissage, on retrouve un éventail de termes. Communauté d'apprentissage, communauté de pratique, communauté d'apprentissage professionnel, communauté d'apprentissage collaboratif. Il y a beaucoup de termes qui sont utilisés pour désigner une forme de développement professionnel ouverte et participatif. Alors, on m'avait invité pour essayer d'éclairer les membres de la commission sur les nuances qu'on pouvait apporter entre chacun de ces termes-là. Donc, à partir de 2011, je me suis intéressée à essayer de distinguer de plus en plus ces différentes formes de communautés d'apprentissage et voir qu'est-ce qui caractérise chacune et qu'est-ce qui les distingue. Donc, c'est ce que je vais vous présenter un peu ce matin. Ce n'est pas une répétition de ce que j'ai présenté en 2011, mais c'est un approfondissement, je dirais. Un approfondissement parce qu'il y a plusieurs façons de caractériser ces formes de communauté. En mai 2016, on m'avait invité à la classe aussi pour présenter, je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient ici, qui ont entendu la conférence que j'ai faite, qui distinguaient justement ces formes-là. Et Mme Vachon en a eu vent, je ne sais pas, peut-être que vous étiez là, je ne me rappelle pas. Alors, de cette conférence-là que j'avais faite, elle m'a invité à venir ici, et je l'en remercie beaucoup, parce que ça me fait plaisir de m'adresser à des conseillers pédagogiques. Ce que je vais présenter donc ce matin, ce n'est pas une répétition de ce que j'ai présenté à la classe au mois de mai, mais il va y avoir des emprunts. Donc, il y a certaines diapos, ceux et celles, s'il y en a qui étaient là, inquiétez-vous pas, ça ne va pas être une redite, mais il va y avoir des emprunts aussi à la conférence que j'ai faite. Alors donc, on y va. J'ai intitulé ma conférence « Les communautés d'apprentissage comme support aux ajustements de pratiques professionnelles ». Remarquez que moi, je parle toujours d'ajustement de pratiques professionnelles. Je ne parle pas de changement de pratiques professionnelles. Et ça, c'est important parce que c'est cohérent avec la notion de communauté. Quand on travaille avec du personnel scolaire ou des gens en général, on ne peut pas supposer que les changements qu'ils vont apporter à leur pratique vont être des changements radicaux, qui vont passer de blanc à noir dans une période X de temps. On travaille avec ce qui est là. On travaille avec l'expertise que la personne a
et on amène la personne à réfléchir à cette expertise qui est d'où elle a développé et à apporter justement des modifications pour l'améliorer, cette pratique-là. Donc, c'est des mises en garde que je fais tout au début, mais je vais y revenir, vous allez voir, tout au long de la présentation. Alors, les objectifs de la présentation sont ceux-ci. On va d'abord souligner la complexité notionnelle sous-jacente au terme communauté d'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité, une communauté d'apprentissage? On va caractériser différents types de communautés. Alors, je remarquais que déjà dans le bilan de vos travaux de l'association, vous parlez des cartes. Alors, on va parler des cartes, mais on va parler aussi de d'autres formes de communautés. On va tenter de dégager les contributions des divers types de communautés aux ajustements de pratiques professionnelles, comment chacune de ces formes contribue, et on va tenter d'établir des liens avec la pratique de conseillance pédagogique. Alors, c'est notre un plan de présentation. Alors, il y a 3 grandes parties, certaines plus longues que d'autres, et puis il y aura une brève conclusion. Donc, la première partie, la notion de communauté et quelques-uns de ces types, ça va être relativement bref, parce que je voudrais qu'on se donne des définitions de départ de certaines formes de communauté, et ensuite on va passer aux points 2 et 3 qui, eux, vont être de l'ordre de l'approfondissement. On y va plus rapidement. 2 et 3, les divers types de communautés, ce qui les distingue, ce qui les unit, et que vient faire le conseiller pédagogique dans cette dynamique d'accompagnement. On va prendre plus de temps et il y aura une brève conclusion. Donc, on devrait avoir un bon menu pour la prochaine. Ça vous va? Alors, si on démarre, et là, j'ai quelques hyperliens dans ma présentation, j'espère que ça ne fera pas. Des fois, quand on change le système, on a des surprises. Donc, on va démarrer par la notion de communauté et quelques-uns de ces types. Alors, en départ, on parle de communauté d'apprentissage professionnel, mais qu'est-ce que c'est qu'une communauté? Ce n'est pas un terme nouveau, là. Ça fait longtemps que ça existe, le terme communauté. Alors, vous voyez, j'ai une référence de 99, Sergio Vanni. Alors, c'est un regroupement d'individus qui sont volontairement rassemblés. Ça, le volontairement, on l'oublie des fois. Volontairement rassemblés et qui se rejoignent au nom des valeurs et des idées. C'est-à-dire que les gens veulent être ensemble pour partager certaines choses. Ce rattachement est suffisamment fort pour que la collection des « je », l'individu, s'exprime au collectif, s'exprime sous forme de « nous ». Puis on verra tantôt que dans une communauté d'apprentissage, il y a des dimensions qui se développent et qui rattachent de plus en plus les gens. Donc, communauté, regroupement volontaire et avec l'intention de former un petit groupe. Et communauté, on ne parle pas nécessairement de communauté d'apprentissage ici, on peut parler de communauté, de groupes sportifs, on peut parler de groupes religieux, on peut parler de... Cette notion-là s'applique dans différents secteurs. Je reprends sous une forme différente, donc des éléments essentiels d'une communauté. Donc, il y a des valeurs partagées, il y a une interaction essentielle entre les membres et leur participation à la vie de cette communauté. Une interdépendance, c'est-à-dire que l'un devient ressource pour l'autre, on échange, on s'enrichit les uns les autres, on s'améliore les uns les autres. Il y a une prise en compte des perspectives des individus. Il y a des relations signifiantes entre les membres. Donc, ce n'est pas le fait de se rencontrer une heure, une fois par mois, qui fait nécessairement de nous une communauté. On a un projet ensemble. Il y a des liens qui sont signifiants entre les membres. Et il y a un sentiment d'appartenance, de sécurité et de confiance qui se développe à la longue. On ne l'a pas en partant nécessairement, mais on tend vers... Donc, et là, moi j'ai déjà une étudiante, Isabelle Orellana, et j'ai produit une bibliographie qui
qui est disponible aussi. Et je pense que vous avez accès. J'ai mis dans la bibliographie la thèse d'Isabelle Orellana, qui a fait vraiment une recherche approfondie sur les communautés d'apprentissage. Dans son cas, c'était appliqué à l'éducation relative à l'environnement. Et je pense qu'elle a fait un inventaire des termes qui tournaient autour de communautés. Je pense qu'elle arrive de mémoire, elle arrive à une quarantaine de termes. C'est pas beaucoup, là. Donc, il y a beaucoup de choses à démêler dans la littérature. Mais pour les fins de notre discussion ce matin, je vais parler de communauté. En fait, je vais parler des trois premiers. On va parler de communauté d'apprentissage, communauté d'apprentissage professionnel, et depuis une quinzaine d'années, le CAP, la CAP a vraiment connu un essor important dans le milieu de l'éducation. Il y a les fameuses communautés de pratique. Ça me titille beaucoup. On va en parler des communautés de pratique. Et j'ai un terme qu'on utilise parfois, les organisations apprenantes, qui sont des formes de communauté, mais qui sont plus de l'ordre. On est plus dans une perspective de gestion. Alors, on ne va pas l'aborder ce matin. Ce matin, je vais aborder les trois premiers types. Alors, premier type, communauté d'apprentissage. Alors, évidemment, dans une communauté d'apprentissage, il y a les mêmes caractéristiques que ce qu'on a évoqué tantôt, donc valeurs partagées, interdépendance, etc. Mais ce qu'il y a dans une communauté d'apprentissage, c'est que le projet commun en est un d'apprentissage. On se donne ensemble le projet de développer des compétences, qui n'est pas nécessairement le fait de communauté d'apprentissage, de communauté en général. Donc, communauté d'apprentissage, il y a vraiment un projet d'apprentissage. Il y a le développement d'une, je l'ai dit, une intention de développement, volonté d'une recherche de croissance commune au sein du groupe. Et je voulais arriver à l'autre, il y a partage d'un répertoire. On apprend à nommer les choses de façon similaire. On apprend à porter attention à des types de problèmes. On apprend à résoudre les problèmes avec une certaine approche. Et ça, c'est caractéristique d'une communauté d'apprentissage. Le volontariat est encore là, l'engagement est volontaire. Et dans la littérature, Schussler dit qu'il y a trois dimensions qui la constituent. Dans toute communauté d'apprentissage, il y a une dimension cognitive, c'est-à-dire qu'on est là pour apprendre. Il y a une dimension affective, sans laquelle aucune communauté n'existe. Dimension affective, c'est-à-dire qu'on, pour fonctionner en communauté, il faut qu'il y ait un certain climat, il faut qu'il y ait une confiance entre les membres, il faut qu'il y ait un désir d'ouverture, de partage. Donc, il y a des dimensions affectives importantes qui sont présentes dans la communauté d'apprentissage. Et il y a une dimension idéologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on parle d'ajustement de pratique ou de projet de développement professionnel ou de projet d'apprentissage, vous qui travaillez dans le milieu scolaire, vous connaissez les contraintes qui existent dans le milieu scolaire, les cadres qui encadrent la pratique, que ce soit des conseils pédagogiques, des enseignants, des directions d'école. Il y a des conventions de travail. Donc, la dimension idéologique réfère à tous ces cadres, en fait, qui encadrent une pratique sur laquelle on veut travailler. On n'est pas des agents libres dans le milieu scolaire, on parle du milieu scolaire, on n'est pas des agents libres où on fait ce qu'on veut. Vous savez aussi bien. Donc, il y a toujours ces trois dimensions dans une communauté d'apprentissage. La CAP, maintenant. Qu'est-ce qui est particulier dans la CAP? C'est que, bon, évidemment, une définition type, la CAP, j'ai écrit, mais en présence une condition. Donc, la condition, c'est que les gens soient engagés. On l'avait dans l'autre, c'est pas nouveau. Mais il y a une finalité qui n'est pas dans l'autre. C'est celle de supporter la réussite des élèves. C'est-à-dire que dans l'autre, dans la communauté d'apprentissage, le projet de développement commun peut être celui d'apprendre à résoudre les problèmes de violence sur la cour d'école, par exemple. Vous me direz, ça a un effet direct ou
ça a un effet sur la réussite des élèves, c'est vrai. Mais le but premier, c'est de travailler sur la violence. Et ça, c'est... Vous allez me dire à ce moment-ci de la présentation, mais là, on coupe les cheveux en quatre. Pas tout à fait. Parce que vous allez voir que dans la carte, le moteur, l'huile de fonctionnement de la carte, c'est vraiment de travailler sur les productions d'élèves, de les analyser et d'arriver à se donner des moyens pour y intervenir. Alors que si je travaille sur, je vais prendre un exemple, sur les problèmes de violence sur la cour d'école ou sur l'insertion professionnelle des nouveaux enseignants, on n'est pas dans le même registre. Hein? On n'est pas du tout dans les mêmes préoccupations, dans les mêmes types de fonctionnement. En bout de ligne, ça a une incidence sur la réussite des élèves, mais ce n'est pas le modus operandi de la communauté d'apprentissage, alors que dans la carte, oui, on veut que les élèves réussissent en lecture-écriture et on veut qu'ils réussissent en mathématiques. Donc, on se donne des moyens pour vérifier si les moyens qu'on prend ont des effets sur les résultats scolaires. Des moyens qui ne sont pas tellement différents que dans la communauté d'apprentissage. Bon, en fait, il y a des nuances, mais on les distingue pas tantôt. Alors, évidemment, la collaboration collégiale, la collégialité, l'analyse des pratiques et le souhait de développer des pratiques qui sont plus efficaces pour viser une augmentation des résultats scolaires. La fameuse communauté de pratique. Hein, moi, je vous déclare ce matin que vous êtes une communauté de pratique. Vous, comme conseiller pédagogique du Québec, vous êtes membre d'une communauté de pratique. Vous n'avez pas nécessairement, vous avez des collègues qui ne sont pas venus aujourd'hui, mais ils font partie, je veux dire, on n'a pas nécessairement un projet d'apprentissage dans une communauté de pratique. Mais on partage un registre de pratique, on pratique un registre de convention, on partage une formation, des points de vue sur la formation qui fait que si je prends un conseiller pédagogique de la région de Montréal et que je le mets avec un conseiller pédagogique, je voyais qu'il y avait des gens de la région du Saguenay, ensemble, ils vont se comprendre. Vous n'êtes pas du tout dans les mêmes régions, vous n'avez pas les mêmes types de problèmes, mais vous allez vous comprendre. Donc, une communauté de pratique, le sens de communauté de pratique, c'est plus dans le sens sociologique du terme. Les enseignants font partie d'une communauté de pratique, qui n'est pas nécessairement une communauté d'apprentissage, vous comprenez. Et ça, la notion de communauté de pratique, elle existe depuis longtemps. C'est les auteurs Leib et Wenger, en 1991, qui, les premiers, ont apporté cette notion de communauté de pratique. Mais elle est intéressante. C'est pour ça que j'en parle aussi ce matin. Peut-être aussi parce que, bon, dans la littérature, on fait souvent des glissements de l'un à l'autre, mais je pense qu'il est intéressant de la garder avec nous et de la considérer, on verra pourquoi tantôt. Alors, eux, ils définissent la communauté de pratique comme un ensemble de relations entre des personnes et des activités dans un champ d'intervention spécifique. Conseiller pédagogique, vous êtes un ensemble de personnes, vous avez un champ d'intervention spécifique, vous avez des cadres, des lois, des règles qui régulent votre pratique professionnelle. Et la communauté de pratique comprend aussi un répertoire de pratiques communes. Elle est située dans un environnement précis et elle s'inscrit dans le temps car elle est évolutive. Pourquoi c'est important cette notion? Parce que quand on pense à l'insertion, comment on devient conseiller pédagogique? Comment on adhère à cette communauté de pratique? Et c'est là où on commence à regarder la profession de conseiller pédagogique, ou celle d'enseignant, ou celle de direction d'école pour rester dans le champ scolaire, comme étant un champ d'intervention, je vais reprendre le terme, mais pour lequel il y a des accès particuliers et dans lequel on se meut, on avance dans cette communauté en respectant certaines règles et en ayant certaines expériences. On y reviendra, j'arrête là-dessus. Maintenant, pour approfondir ceci,
Là, ça reste des définitions très larges. Vous vous demandez, on s'en va où avec ça? Je fais quoi avec ça? Ça me sert à quoi? Alors, on va essayer d'approfondir ces notions-là, puis on va essayer de voir qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la notion de communauté d'apprentissage comme telle, dans son sens le plus large possible. Et quand on va vouloir les distinguer, qu'est-ce qu'on retient en fait de ces notions? Alors, moi je dirais que sous la notion de communauté d'apprentissage, on travaille avec 5 notions très générales, qui ne sont pas là uniquement pour la communauté d'apprentissage, mais qui prennent une couleur particulière lorsqu'elles sont appliquées à la communauté d'apprentissage. Ce que je veux dire par là, c'est que dans une communauté d'apprentissage, encore une fois dans son sens le plus large possible, on a une vision de l'apprentissage. Alors, quelle vision de l'apprentissage a-t-on? Et là, c'est là que j'ai un hyperlien. Alors, une vision de l'apprentissage dans la communauté d'apprentissage, c'est que on a, et je l'ai dit dans mon introduction, on part de l'hypothèse que chaque individu possède des compétences, possède des expertises, et avec lesquelles c'est notre matériau premier de travail. Hein? C'est avec ces compétences et ces expertises-là que, comme conseiller pédagogique responsable de la formation dans une commission scolaire, on va aborder la question des ajustements de pratique professionnelle. Donc, c'est une vision qui s'inscrit dans ce qu'on appelle une théorie sociale de l'apprentissage. On possède comme individu des compétences et on apprend avec les autres. On apprend au contact des autres personnes. On a besoin d'un réseau de ressources pour apprendre. On n'apprend pas tout seul dans notre coin. Hein? C'est ce que la théorie sociale de l'apprentissage dit en gros. Un peu d'eau avant de faire la voix. On est dans un cadre socio-constructiviste. C'est-à-dire qu'on développe ce qui est là. Les connaissances, les compétences que l'on a sont en développement, sont en expansion, et encore une fois, elles se font dans une perspective collégiale, hein, avec d'autres individus qui nous entourent. On a une vision humaniste de l'éducation dans une communauté d'apprentissage, dans la mesure où on part des besoins de l'individu. On est ancré pour ce développement professionnel. Ce développement professionnel s'ancre dans les besoins de l'individu avec lequel on travaille. Et on est dans une dynamique d'apprentissage en réseau. Je la trouve intéressante, celle-là. On dit que dans une communauté d'apprentissage, il y a plusieurs dynamiques d'apprentissage qui s'observent. D'abord, il y a une dynamique d'apprentissage de l'un à l'autre. Donc, on est dans une dynamique de réseau de ressources. Hein. Tous les gens qui font partie d'une communauté d'apprentissage sont des ressources les uns pour les autres. On est dans une dynamique d'apprentissage avec l'autre. On est dans une dynamique de compagnonnage. Compagnonnage au sens de l'apprenti. On travaille ensemble pour apprendre l'un de l'autre. On est dans une dynamique d'apprentissage en vue d'un transfert, évidemment. Ce qui se discute en communauté d'apprentissage comme finalité des transferts dans la pratique. Alors, on est comme un réseau de passeurs. Et ça, je vais faire une petite parenthèse rapide. C'est que souvent, un des reproches que l'on fait aux communautés d'apprentissage, on dit, ben oui, il y a un petit groupe de gens qui travaillent ensemble, mais comment on va pouvoir transférer à l'école? Comment on va pouvoir faire des petits? Hein? Oui, c'est ça, être agent multiplicateur, pour utiliser un terme qui a été longtemps employé, je ne sais pas s'il est encore. Donc, on a aussi l'obligation de vouloir transférer, de vouloir passer vers nos collègues ce qui a été fait dans cette communauté d'apprentissage, les réflexions qui ont été tournées. Et on est dans une dynamique métacognitive, où là, on s'engage à réfléchir sur sa pratique et à vouloir faire un bilan des apprentissages réalisés. Voilà.
aussi dans la communauté d'apprentissage une vision du développement professionnel. Je l'ai dit aussi dans mon introduction, on n'est pas dans une dynamique de « moi l'expert, je viens vous dire quoi faire ». On est vraiment dans une dynamique de travailler avec les autres. Alors, on va aller déplier un peu ceci. Alors, on est dans une vision professionnalisante du développement professionnel, contrairement à une vision du déficit. On n'est pas là pour dire l'enseignant n'a pas ceci pour pouvoir faire cela, mais on est dans la dynamique, l'enseignant possède ceci, a cette expertise, a ces compétences, maintenant comment aller plus loin? Et voilà, l'individu possède une expertise qui est source de réflexion et d'explicitation. Voilà. Dans des travaux que j'ai faits avec des collègues aussi, on s'est intéressé à voir qu'est-ce que, dans la littérature, qu'est-ce qu'on dit du développement professionnel idéal, les caractéristiques idéales du développement professionnel, et en quoi elles se comparent avec les caractéristiques de la communauté d'apprentissage. Alors, je ne vais pas tout le lire, parce qu'il y a des répétitions de ce qui a été dit précédemment, mais ce qu'on voit, c'est que vraiment, en étant ancré dans les besoins des enseignants, en acceptant que ce développement professionnel ne soit pas le résultat d'une rencontre de 3 heures et que c'est fini, qu'on s'en va puis qu'on fait autre chose. Hein, ça se situe dans la durée, dans le temps. Et on voit qu'on est proche dans nos visions de développement professionnel à la communauté d'apprentissage de ce qui se dit sur le développement professionnel idéal. Dans la communauté d'apprentissage, il y a aussi une vision de la pratique. Qu'est-ce que c'est qu'une pratique professionnelle? Et quand on parle d'ajustement, ça aussi j'en ai parlé un petit peu dans mon introduction, mais ça veut dire quoi au juste? Alors on va aller voir qu'est-ce que la littérature dit sur la pratique. Et là encore, je ne vais pas aller dans le détail, parce que si on rentre dans chacun des points, on va manquer de temps à la longue. Mais ce que je retiens de ça, c'est que la pratique professionnelle, ce n'est pas juste un geste que l'on pose, mais la stratégie d'enseignement en lecture que j'ai développée comme enseignante, elle est la résultante d'un ensemble de constructions que j'ai faites. C'est-à-dire que cette stratégie d'enseignement à la lecture, elle résulte de ma conception de mon métier, de mon travail, de ma croyance dans ce que c'est que des bonnes stratégies et ce que je devrais faire quand je travaille avec un élève. Elle résulte aussi de ce que j'ai construit comme expérience au cours des années, hein, mon bagage, mon répertoire de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Donc, c'est ce que Zapata a appelé des substrats. Hein, ici, il parle de substrat idéologique. Donc, tout ce que je possède comme symbolique, comme valeur, comme croyance à propos de mon geste professionnel, des savoirs structurants, hein, des connaissances et procédures, donc mon bagage d'expérience, et des savoirs conceptuels. Qu'est-ce que je sais sur l'enseignement de la lecture pour des élèves dyslexiques, par exemple? Donc, quand on travaille aux ajustements de pratique professionnelle, on travaille avec tous ces registres. Et il faut apprendre à les reconnaître et il faut apprendre à composer avec ces registres-là. Et je vais, avant de passer à l'autre, je vais parler des ajustements. Les ajustements de pratique. Pour moi, comme individu, pour accepter de revoir ma pratique, hein, c'est un engagement que je prends. Parce que moi, je suis dans une pratique très confortable, elle marche bien, ma pratique. Et là, tout à coup, on me dit, mais peut-être qu'il y aurait des choses que tu devrais reconsidérer. Donc, comme individu, d'abord, je dois m'engager et je dois me donner un but. Je dois avoir une intention de développement professionnel. Et c'est ce que j'ai appelé, puis Suzanne l'a repris, hein, le fameux projet professionnel d'intervention, hein, ce qu'on a appelé le PPI. Je dois savoir qu'est-ce que je souhaite comme ajustement dans ma pratique. Quelle est la direction que je me donne pour modifier, pour améliorer ce que je fais déjà.
et avec lesquels je suis relativement confortable. Donc, la pratique et ses ajustements, ils ont un but, hein, et les ajustements sont toujours intentionnels. Je veux faire cet ajustement. Il n'y a pas personne qui va me forcer de faire ce que je ne peux pas faire. Vous le savez mieux que moi en travaillant dans une commission. Voilà. Il y a aussi dans une communauté d'apprentissage une vision du processus de changement. Parce qu'un ajustement de pratique professionnelle, c'est un changement. Un changement graduel, un changement dans le sens de ce que je fais déjà, ou peut-être qu'il peut devenir plus radical dans la mesure où ce qu'on m'amène à vouloir faire est loin de ma zone de confort. Alors, processus de changement, les principes généraux, processus de changement. Et ce qui va revenir dans ces principes généraux, et la littérature, elle est assez unanime autour de ces principes-là, c'est que c'est chaque individu qui est l'artisan de son changement. Je viens de dire, personne va forcer quelqu'un à changer s'il ne le veut pas. On va pouvoir faire des mimiques de changement, on va pouvoir dire oui, ça me convient, mais une fois que je suis seule dans mon registre de pratique privée, je vais faire un arrêt. Donc, il faut développer ce rapport au changement qui va dépendre de l'individu. Ce n'est pas par le beau discours que je vais pouvoir tenir à l'individu que l'individu va changer. Un principe qui est important de changement, c'est le deuxième. L'individu n'a du pouvoir que sur lui-même pour changer. On ne change pas les autres. Ce serait facile. Des fois, on aimerait ça. Un monde idéal. Oui, idéal pour ceux qui changent les autres, mais peut-être pas pour ceux qui sont changeants. On n'a pas de pouvoir pour changer les autres. Donc, ça nous oblige à travailler avec les gens, à travailler avec leurs besoins, avec ce qu'ils ont et avec ce qu'ils sont. Les ajustements de pratique s'inscrivent à l'intérieur de divers contextes. Encore une fois, les cadres. Il y a des cadres curriculaires, culturels, idéologiques, politiques, qui sont des systèmes de contraintes pour changer. J'insisterai pas là-dessus. Et ensuite, l'individu est acteur au sein de plusieurs systèmes de complexité. Si on n'était que dans un système, ce serait facile. Mais là, je peux être à la fois conseillère pédagogique, je vais prendre un exemple, présidente d'une association, peut-être chargée de cours à l'université, peut-être... je m'excuse, c'était trop beau. on est acteur souvent au sein de plusieurs systèmes qui complexifient finalement le regard qu'on peut porter sur notre processus de changement. Et finalement, l'objet même du processus de changement résulte d'un processus de construction. Rappelez-vous, tantôt j'ai parlé rapidement de socio-constructivisme, mais dans le changement, c'est une construction qui amène une reconfiguration de ce qui est là. Qu'est-ce qui me présente? Comme enseignante, qu'est-ce qu'on me présente comme idéal à atteindre, comme objectif, comme compétence à développer? Qu'est-ce que ça fait pour moi? Comment ça impacte sur ce que je suis et sur ce que je fais? Et je finis par y donner sens. Donc, un processus de reconfiguration. J'organise ceci dans une configuration qui m'est propre, qui m'est individuelle. Je donne sens. C'est pas nouveau, ça. Parce que déjà, en 1947, en recherche-action, Kurt Lewin, qui est le père de la recherche-action, il utilisait trois termes que j'ai gardés ici, parce que je les trouve très parlants. Unfreeze, c'est quelque chose qu'il faut bouger. Move, donc on se déplace, on reconfigure et on recristallise. Et finalement, dernière notion qui est présente et qui vous touche particulièrement, c'est la vision de l'accompagnement. Ça aussi, on va y revenir un petit peu plus tard quand on va parler de la pratique d'accompagnement dans la pratique de conseillance pédagogique. Alors, depuis les années 2000, il y a beaucoup d'écrits sur l'accompagnement. C'est vraiment un thème qui est en développement, qui est très, très fertile, très riche.
Alors, j'ai juste, ici, à ce moment-ci de la présentation, j'ai juste énuméré les thèmes qu'on y retrouve hein, dans la littérature sur l'accompagnement. Puis, comme je vous dis tantôt, quand on va parler des conseils pédagogiques, on va les approfondir. On ne va pas les approfondir, mais on va les réutiliser, certains d'entre eux. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve des textes qui portent sur les dynamiques entre les membres. Qu'est-ce que ça veut dire accompagner? Quelles sont les attitudes facilitantes? Quel est le climat de travail optimal qu'on devrait créer? On va parler évidemment des dynamiques accompagnées. Donc, on va parler des rapports de collaboration, de facilitation, comment on développe l'esprit critique chez les gens. Il va y avoir des textes qui vont parler des modèles d'accompagnement, comment on accompagne, comment on met en place l'accompagnement. Et on va s'intéresser à la réflexivité, la distance critique, etc. Et les compétences, évidemment, à développer. Suzanne, je pense, a parlé du chantier qui était ouvert dans son équipe de recherche pour arriver à dégager un référentiel de compétences pour accompagner une communauté d'apprentissage. Allons-y maintenant pour la comparaison. Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas trop saturé? Vous êtes capable de comprendre? Alors, je vais reprendre chacune de ces 5 notions-là. Donc, l'apprentissage, le développement professionnel, la notion de pratique, la notion du changement et la notion d'accompagnement, pour voir comment ces notions-là s'appliquent, comment elles se colorent, comment elles se peignent quand on parle de communauté d'apprentissage, quand on parle des CAP et quand on parle de communauté de pratique. Hein? C'est ça que je vais faire au cours des prochaines minutes. Alors, là aussi, je vais y aller largement. Et vous voyez qu'il y a des exemples. Il y a des références ici, et ça réfère à des exemples spécifiques, et vous avez les références dans la bibliographie. Alors, si vous voulez aller plus loin, comprendre vraiment, vous pouvez reprendre ces textes-là, et vous allez retrouver, en fait, ce que j'ai voulu faire ressortir par l'exemple. Donc, la dynamique d'apprentissage. On va parler des objets d'apprentissage. Dans une communauté d'apprentissage, on s'aperçoit que les buts sont soit individuels ou collectifs. Hein? Moi, comme individu, et là, je vous donne 2 exemples de communautés d'apprentissage dans lesquelles j'ai été impliquée. Et on était vraiment dans une dynamique de communauté d'apprentissage et les gens avaient, dans le premier cas, des buts individuels, c'est-à-dire que les gens, il y avait 2 commissions scolaires impliquées dans l'Outaouais, à Maniwaki, le cœur des vallées, au bois de l'Outaouais, et puis la CSD, Commission scolaire des Draveurs. Et dans ces communautés d'apprentissage, il y avait à la fois des directeurs d'école, à la fois des conseillers pédagogiques, il y avait des techniciens d'éducation spécialisée, il y avait des enseignants. Et chacun arrivait avec son intention de développement professionnel. Je me rappelle d'un enseignant en éducation physique, c'était au secondaire. Cet enseignant en éducation physique, lui, sa grande préoccupation, c'était comment assurer la sécurité des élèves en gymnase. Et j'amène les élèves en gymnase, il y a beaucoup de monde, et comment je fais, c'est ma responsabilité. Alors, lui, pendant le temps de la communauté d'apprentissage, il a travaillé sur cette préoccupation-là. Il faisait des mises à l'essai, il revenait, il disait qu'est-ce qui avait fonctionné, ses collègues l'aidaient, tu vas faire ça, je pourrais aller t'observer, etc. Donc, c'est un exemple. Dans le deuxième cas, on est encore dans cette communauté d'apprentissage, c'est que mes collègues Couture et Dionne sont spécialistes en didactique des sciences. Et on a fait 2 communautés d'apprentissage qui regroupent des enseignants spécialistes qui ont une grande aisance, disons comme ça, qui ont une grande aisance à enseigner les sciences, qui aiment l'enseignement des sciences au primaire et qui veulent améliorer leur enseignement. Donc, c'est un but collectif. Chacun n'est pas là parce qu'ils ont, comme tantôt, le besoin de sécurité, alors que l'enseignant d'anglais avait d'autres préoccupations, mais là, il y a un but qui est collectif et on travaille ensemble sur ce but collectif. Dans le cas de la CAP, je vous l'ai dit tantôt, on est centré sur la réussite des élèves. Donc, ce qui regroupe forcément
les membres de cette CAP-là, c'est une intention de rehausser, par exemple, les compétences d'enseignement des mathématiques au primaire, deuxième cycle du primaire. En deuxième cycle du primaire, on veut augmenter la réussite des élèves à ce niveau-là. Donc, tous les enseignants ne viennent pas parce qu'elles ont une préoccupation qui est individuelle, mais elles sont rattachées à cette préoccupation collective. Et la CAP avance grâce à quelque chose qui est très important dans une CAP. Hein. Et si vous lisez les écrits de Martine Leclerc, qui a beaucoup écrit sur la CAP, la notion de communauté d'apprentissage professionnel, elle le souligne à grands traits. C'est-à-dire que la CAP avance grâce aux stratégies de collecte de données qui est mise en place pendant le fonctionnement de la CAP. Donc, on arrive à la CAP avec des productions d'élèves, on analyse les productions d'élèves, on dégage le type d'erreur, par exemple, ou de notions, apprises et de notions à apprendre. Et le travail de la CAP va se centrer là-dessus. Vous voyez, la CAP, en termes d'objet d'apprentissage, est beaucoup plus spécifique. Elle est en quelque sorte prédéterminée et sa façon de fonctionner est également prédéterminée. Hein, on va collecter, on va cueillir des données sur la façon dont les gens travaillent. Alors que la communauté de pratique, comme objet d'apprentissage, on va s'intéresser surtout à l'insertion professionnelle, au mécanisme d'insertion professionnelle. Comment un nouveau conseiller pédagogique arrive, quand il arrive en poste, comment il fait pour acquérir son expertise? Comment il fait pour acquérir son bagage, son répertoire d'outils? Qu'est-ce qu'il utilise comme moyen? Ici, vous pourrez aller voir Bouchama et Michaud qui ont travaillé avec des directeurs d'école. Comment un nouveau directeur d'école accède à sa communauté de pratique? Qu'est-ce qu'il fait pour accéder à sa communauté de pratique? Il y a les exemples de Lev et Wenger, mais qui ne sont pas, en tout cas Lev et Wenger, qui ne sont pas dans le domaine de l'éducation, ou qui sont dans le domaine de l'éducation informelle. Je ne voudrais pas passer trop de temps là-dessus, je vais juste vous donner un exemple. Par exemple, dans l'ouvrage en 91, on regarde les bouchers. Les bouchers. Comment un apprenti boucher a de plus en plus accès aux tâches complexes dans une boucherie. Qu'est-ce qui fait qu'il se meut, hein, il avance dans cette communauté de pratique? C'est très intéressant, mais c'est vraiment une autre vision. C'est comment on apprend en situation, de façon contextuelle, et comment les ressources du milieu sont utilisées pour aider l'individu à progresser dans cette communauté. Développement professionnel. Alors évidemment, ça découle de ce qu'on vient de dire sur les objets d'apprentissage. Donc, dans une communauté d'apprentissage, c'est l'individu qui s'engage et qui va chercher des outils pour parfaire ses compétences. Dans une communauté d'apprentissage, on va aussi chercher des évidences de mise en œuvre. Mais elles ne s'arrêtent pas aux productions d'élèves. Hein. Elles sont dans le registre qui est décidé par la personne qui en fait partie. Comme je disais tantôt, on peut inviter un collègue à venir nous observer, on peut poser certains gestes auprès d'un groupe d'individus, prendre des notes ou s'enregistrer, puis ensuite revoir ces enregistrements-là. Donc, on est plus dans l'ordre du... chacun décide des évidences qui vont être le plus claires pour révéler ce qu'il cherche à apprendre. Dans la CAP, j'ai dit tantôt, vraiment le mot-clé, hein, le mot important, le phare de la communauté pratique, c'est la réussite des élèves. Hein, et comment on va apprendre, parce qu'il y a vraiment, et la personne qui accompagne, hein, doit soutenir les individus dans cette collecte de données et d'analyse des données. Hein, et ça devient une grosse responsabilité de l'accompagnateur, comment je donne sens à la copie des élèves qui démontrent certains apprentissages et certains problèmes. Comment je donne sens à ça et comment je décide d'aller de l'avant. Donc, ça devient
un apprentissage en soi. Et en communauté de pratique, bien, le développement professionnel se fait en cours de pratique. Et là, on va aller avoir recours à des mentors, à des coachs. On va faire des analyses de pratique pour pouvoir dégager des stratégies qui vont nous permettre d'avancer dans cette communauté de pratique, d'être considérés de plus en plus experts dans cette communauté de pratique. Donc, de débutants à experts. La dynamique de changement, et là je vais aller plus vite, parce que le temps file. Donc, dans une communauté d'apprentissage, le changement est soit interne ou externe à l'individu. C'est pas très original de le dire comme ça, mais quand l'individu pose des jugements sur sa vie quotidienne, et comme cet enseignant d'éducation physique qui dit, ben moi je suis craintif en gymnase, j'ai besoin d'aide pour me rendre plus compétent pour assurer la sécurité de mes élèves. Donc, c'est un changement qui vient de l'intérieur de l'individu. Le besoin de changement vient de l'intérieur de l'individu. Mais dans un cas de rénovation scolaire, rénovation pédagogique, comme on l'a connu au cours des dernières années au Québec, on est dans le cas d'un changement extérieur à l'individu. Les programmes changent. Hein? Les approches pédagogiques, on demande au personnel scolaire de les revoir. Donc, la gestion scolaire est modifiée. Donc, on est dans l'ordre des changements exogènes, c'est-à-dire extérieurs. Dynamique de changement, on est dans le registre des besoins des élèves. Quels sont les besoins des élèves pour assurer leur réussite dans le plan du CAP? On va parler plus loin, je pense que j'en ai parlé. Et dans le cas de la communauté de pratique, c'est cette intention, ce désir de l'individu d'être reconnu de plus en plus expert dans son milieu de pratique. C'est le moteur du changement. Et l'individu va prendre des moyens pour développer cette adhésion de plus en plus grande. Comment je peux faire pour être un meilleur conseiller pédagogique? Quel moyen est-ce que je peux prendre pour progresser dans la mise en place de pratiques efficaces, comme je l'ai dit. Et finalement, la pratique et les ajustements effectués. Donc, en communauté d'apprentissage, on voit que la pratique, c'est un acte privé. Dans ma pratique, je fais ce que je veux, mais qui est légitimé par une communauté d'adhésion. Je fais ce que je veux, oui, mais pas tant que ça. Hein? Il y a des contrôles, il y a des mécanismes, il y a des cadres. J'ai parlé des cadres tantôt. Il y a des mécanismes de contrôle. Donc, dans la CAP, les ajustements de pratique la pratique et ses ajustements sont aussi vus comme des actes privés. Mais ce qu'on va considérer, c'est qu'on recherche une cohésion d'ensemble. Hein? Nous, comme enseignantes du premier cycle du primaire, on veut arriver là. Donc, on recherche un but cohésif, on recherche une cohérence de travail, et avec cette cible d'assurer la réussite. Et finalement, la communauté de pratique. La pratique est toujours un acte privé, hein? Mais ici, c'est qu'on est très au fait des cadres qui donnent, des normes qui donnent accès à la pratique. N'est pas conseiller pédagogique qui veut, n'est pas direction scolaire qui veut, n'est pas enseignant qui veut. Hein, il y a des mécanismes d'accès à la profession. Et une fois qu'on est dans cette profession-là, comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce qu'on est de plus en plus reconnu par son niveau? Ah, il manquait l'accompagnement. Je pense que c'est le dernier. Oui, pas pareil. Alors, l'accompagnement. Évidemment, dans une communauté d'apprentissage, le but de l'accompagnement, ça va être d'aider chacun à clarifier ses intentions de développement professionnel. Ils ne sont pas donnés d'avance. Hein, chaque individu qui arrive là a des préoccupations professionnelles, mais sur quoi on va travailler? Autour de quoi on va faire notre communauté d'apprentissage?
Donc, l'accompagnant va devoir identifier les visées de développement professionnel et soutenir les personnes dans leurs ajustements de pratique. Dans le cas de la CAP, et là, la question de collecte, et Martine Leclerc le dit bien dans ses écrits, c'est vraiment un apprentissage essentiel dans une CAP. Apprendre à recueillir des données pertinentes et apprendre à être de naissance. Donc, l'accompagnant va avoir surtout ce rôle de mener les gens à travers cette expérience de donner naissance à des données qui viennent d'être recueillies. Quoi faire avec toutes ces informations qui nous viennent des copies des élèves? Et dans une communauté de pratique, ce sera de faciliter les mises à distance par les membres pour dégager les meilleures stratégies pour avancer dans mon adhésion avec les membres plus experts, disons, de la communauté. J'en arrive finalement, et là, on va parler du conseiller et de la conseillère pédagogique, en lien avec tout ce qu'on a dit sur les accompagnements, sur l'accompagnement aux ajustements. Ce qu'on retrouve dans la littérature, et moi, bon, comme je ne suis pas conseillère pédagogique, j'ai besoin d'aide de la littérature pour me dire, pour m'informer qui vous êtes, vous savez mieux que moi, mais en tout cas, il y a des indications dans la littérature à l'effet que le rôle du conseiller pédagogique s'est beaucoup transformé au cours des années. Et là, je prends que le rapport de 2014 du Conseil supérieur de l'éducation, qui montre que le conseiller pédagogique, son rôle a évolué, que d'une position d'expert, on le voit maintenant comme accompagnateur, justement, et facilitateur. On le voit aussi comme un médiateur entre les injonctions ministérielles. Les enseignants, dorénavant, doivent faire ça, doivent enseigner comme ci, comme ceci. Le programme se fait comme cela, les compétences sont celles-là. Donc, médiateur entre ces injonctions-là, la direction d'école, c'est un membre important dans les ajustements de pratique, et les enseignants eux-mêmes. Et ce que le Conseil souligne aussi à grands traits, c'est que la posture du Conseil pédagogique n'est pas facile. Parce qu'on est à transiger entre différents groupes qui ont des intentions différentes et parfois divergentes. On dit aussi que le conseiller pédagogique possède une perspective unique en tant que support aux ajustements de pratique. On le décrit comme fer de lance pour le développement professionnel dans les commissions scolaires. On leur accorde le rôle de mobilisation du personnel, de former le personnel, de faire des suivis et des accompagnements. Donc, c'est pas rien, c'est complexe comme posture. Lessard, lui, en 2003, et ça c'est un rôle intéressant, on le voit comme traducteur de recherche. C'est-à-dire qu'on voit le conseiller pédagogique comme la personne qui est en alerte par rapport à ce qui se lit, à ce qui s'écrit, et qui traduit, qui adapte ces éléments-là qui viennent d'être, qui apparaissent dans la littérature, et on les rend tangibles, opérationnels pour une pratique en salle de classe. On le voit aussi, là c'est les derniers écrits de Guillemette Vachon et Guertin, on le voit comme agent de changement. C'est une personne qui a un rôle important dans la dynamique de changement dans les milieux scolaires. En 2008, j'ai fait une recherche avec des conseillers pédagogiques de la commission scolaire des portages de l'Outaouais. Ces personnes-là nous ont invités, ma collègue et moi, pour venir aider ce groupe de conseillers pédagogiques à développer des compétences à l'accompagnement. Parce que la commission scolaire est venue de l'Outaouais, je ne sais pas si c'est la CSPO, mais la commission scolaire, à ce moment-là, avait décidé qu'on retenait la communauté d'apprentissage professionnel comme étant un élément phare qui devait être introduit dans les écoles pour travailler avec les enseignants, pour aider les enseignants à faire des ajustements de pratique. Et les conseillers pédagogiques disaient, on a besoin d'aide, on veut savoir comment accompagner.
Alors, à l'issue de la recherche, j'ai mis la référence là et vous l'avez dans la bibliographie que j'ai produite. Et c'est d'ailleurs une bibliographie, c'est d'ailleurs un texte qu'on a rédigé avec tous les conseillers pédagogiques qui faisaient partie de la recherche. Alors, vous avez une longue liste de noms. Les gens ont dit, mais c'est quoi les conditions gagnantes pour la mise en place de CAP dans les écoles? Alors, il y en a quelques-unes, on va les regarder. Il y a des conditions gagnantes qui portent sur la nature des structures scolaires et sur la nature même de la CAP. Alors, on dit, il devrait y avoir des périodes qui sont réservées. Alors, la question du temps est importante dans la mise en œuvre de CAP. Et dans certaines organisations, il faudrait même peut-être jouer avec les horaires pour permettre aux enseignants de se rencontrer plus facilement et de travailler ensemble. Il faudrait clarifier la structure des rencontres pour favoriser l'autonomie des participants. Travailler en CAP, on l'a dit tantôt, chacun a son expertise, donc ça veut dire que ce n'est pas le conseiller pédagogique qui s'en vient dire quoi faire aux autres. Donc, il faut déconstruire en quelque sorte le schéma que les enseignants peuvent avoir en disant, bon, le conseiller pédagogique s'en vient, il va me dire quoi faire, puis je vais le faire, ça va être assez, je vais prendre ce qui fait mon affaire, on verra. Mais là, c'est pas ça, c'est qu'on travaille avec l'autre. Je m'en viens pas vous dire quoi faire, je m'en viens discuter, réfléchir avec vous pour favoriser ces ajustements. Les conseillers pédagogiques disaient aussi que l'accompagnement des enseignants par les conseillers pédagogiques devrait se faire de façon intensive au début de la démarche. C'est-à-dire qu'on devrait être dans les écoles, plus présent dans les écoles, plus souvent au départ, puis ensuite espacé une fois que le mécanisme est enclenché. Et là, je me suis permise, pour approfondir encore plus la notion d'accompagnement, je me suis permise de prendre les mots de ces deux auteurs-là pour voir qu'est-ce que c'est que l'accompagnement. Et ça, pour moi, je n'aurais jamais pu écrire quelque chose d'aussi beau, c'est ça. Il dit que l'accompagnement permet le développement, la promotion du changement déjà là. Moi, ces deux termes-là, ça parle. La graine de changement est déjà là. Et l'accompagnant, il doit trouver ce déjà-là et le faire fructifier. Et on continue. L'accompagnement ne crée pas le changement, il le met en scène, le travail. Rappelez-vous tantôt, on ne change pas les individus, on travaille avec eux, on les amène à réfléchir sur leur vie. Et dans une démarche, comme condition gagnante, c'est important de consigner les traces. Ça c'est très important. Parce que après 6 mois de fonctionnement, les enseignants vont dire, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Pourquoi on travaille ensemble? Puis là, vous allez sortir vos procès-verbaux, vous allez sortir vos textes, vous allez dire, regardez où est-ce qu'on était au début. Hein? Il y a 6 mois, on pensait ça, puis voyez où est-ce que vous êtes rendu. Vous n'avez pas besoin d'en dire plus. Les gens vont dire, oui, c'est vrai. Donc, on a tendance à oublier le point de départ et à considérer juste le point d'arrivée en disant, pourquoi on continue? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, consignez ce que vous faites, puis partagez-le avec les enseignants, ça va être payant. Au plan organisationnel. Donc, une condition gagnante, c'est que si vous travaillez dans une école où il y a déjà une culture collaborative, bien, c'est aidant. La culture collaborative, déjà, donne un mode de fonctionnement aux gens qui est très cohérente avec le fonctionnement. Une vision claire de l'équipe C et les priorités ciblées sont partagées. Évidemment, si les gens s'entendent au départ de ce qu'ils doivent faire ensemble, ça facilite le fonctionnement. Leadership de la direction d'école. Comment est-ce que la direction d'école vous supporte? Est-ce que c'est votre allié? Est-ce que vous pouvez compter sur cette personne-là? Est-ce que vous pouvez aller chercher un appui autre qu'un oui, timide dans le fond du groupe? Hein? Bon, je ne dis pas que la direction d'école devrait être présente à toutes les rencontres, mais que les enseignants sentent que la direction, il ou elle, supporte cette démarche de caractère.
et que déjà dans cette école-là, il y a un leadership qui est partagé au niveau de la prise de décision. D'autres conditions gagnantes vont porter sur l'accompagnateur ou l'accompagnant. Donc, évidemment, à ce moment-ci de la présentation, vous pouvez comprendre que travailler en CAP ou en communauté d'apprentissage, ce n'est pas une démarche du haut en bas, mais c'est une démarche de bas en haut. On parle des personnes. Et les CP avec lesquels on travaillait, eux, comme ils n'étaient pas très... ils n'étaient pas très à l'aise avec ce nouveau mandat qui leur était confié. Ils travaillaient à deux. Ils s'étaient dit, on va accompagner les groupes d'enseignants en équipe. Et là, ils se disaient, bien, si on est deux débutants à l'accompagnement, c'est plus difficile que s'il y en a un qui est expérimenté. Alors, accompagnateur, des compétences d'accompagnement. Il y a des référentiels qui existent déjà. Il y en a d'autres qui sont en ébauche, c'est bien. Des compétences cognitives, affectives, biologiques qui sont importantes. Un éventail des rôles, là, je me presse parce que il me reste à peu près 2 minutes. Je vais faire vite. Éventail des rôles de l'accompagnant, donc une relation de compagnonnage. On travaille avec les gens. Le CP est partie prenante des enjeux du développement professionnel. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est dégagé des résultats de ce développement professionnel-là. Une reconnaissance de guide, une relation de guide, excusez-moi. Donc, on reconnaît et on respecte les compétences mutuelles, autant celles du conseiller pédagogique que celles des enseignants. Et une relation de mentor, parce qu'on s'entend sur les valeurs qui sont portées par ces ajustements de pratique souhaités. Posture dans l'accompagner, donc la personne avec laquelle vous travaillez, évidemment le volontariat, c'est important. Vous tirez sur les cheveux de quelqu'un pour participer à la CAP, vous allez râler fort. Une condition gagnante, c'est ce que les conseillers pédagogiques ont nommé comme étant l'imagination et la créativité. Hein? Créativité à chercher des solutions pour développer des compétences. Et qualité de l'engagement des participants. Allez voir ce que c'est. Moi, dans ma recherche, j'en ai conclu que ça prenait un engagement à 3 niveaux. Un engagement au point de vue du temps, la disponibilité, la durée. Si quelqu'un dit, ben moi je viens pour les 2 prochaines rencontres, après ça je ne suis pas sûre, c'est pas gagnant. Un engagement professionnel, il faut que la personne ait ce désir de s'améliorer, hein, d'être ouvert à la discussion, au partage d'idées, et un engagement psychologique, avoir suffisamment confiance en ses moyens pour pouvoir accepter de partager sa pratique avec ses collègues, hein, pouvoir prendre du recul. Voilà. Disponibilité des ressources, ça c'est classique, hein, toujours besoin de ressources. Je vais aller aux limites rapidement et je vais conclure là-dessus. Des limites, il y en a dans la mise en place de CAP. Hein, la première limite, c'est au plan organisationnel, hein, le manque d'intérêt de la direction. Si la direction est tiède, ça va être difficile de travailler en CAP. Le manque de supervision pédagogique. Si les enseignants n'ont pas cette ouverture à la supervision pédagogique, ou s'il n'y a aucun mécanisme de supervision pédagogique qui sont mis en place dans l'école, ça va être difficile. Et les gens ne vont pas nécessairement accepter de partager leur pratique. Évidemment, incompréhension de ce que c'est une CAP, ou mauvaise compréhension. Comme je disais tantôt, si les gens s'attendent à une CAP, mais on va me dire quoi faire, on va me donner du matériel, puis je vais l'appliquer en classe. Ça, c'est pas ça. Au plan structurel, une des dimensions les plus difficiles dans la CAP, c'est le roulement. Parce qu'une CAP, ça s'étend sur une durée. Moi, je l'ai dit tantôt. Même, je pense que c'est Martine Leclerc qui disait que
une bonne carte, elle dure au moins 18 mois pour que les gens apprennent à travailler ensemble, se donnent des repères pour travailler ensemble, développent une terminologie, un mécanisme. Et s'il y a du roulement de personnel, des désistements, de changement de direction, c'est des conditions structurelles qui sont importantes. Et il faut que je passe par le lien, la conclusion. Voilà. Je m'excuse, j'ai débordé de 5 minutes. Alors, en conclusion, je pense que tout ce qui a été dit sur les communautés d'apprentissage professionnel et dans une certaine limite les communautés de pratique, ceci constitue des approches intéressantes pour stimuler le développement de pratique, le développement professionnel chez les enseignants. Ce n'est pas les seuls. Hein. Moi, aujourd'hui, on m'a demandé de parler des communautés d'apprentissage. J'ai fait ceci. Mais il y a d'autres façons, hein, d'autres stratégies participatives qui contribuent à cet éventail d'approches ouvertes, hein, qui permettent aux personnes de s'engager dans leur propre développement et de réfléchir à leur pratique et aux façons de l'améliorer. Dans le travail en communauté d'apprentissage, ça, c'est quelque chose qui m'est très cher et j'ai fait une erreur aussi. Il y a des réflexes, hein, on parle de pédagogie, mais ici, ce n'est pas la pédagogie de l'expert que je voulais dire, c'était la centration sur l'expert, et non pas la pédagogie, est remplacée par la prévalence du partage d'expertise dans une communauté d'apprentissage. Je pense que c'est important. Mais ce sont des démarches qui sont exigeantes, hein, qui se situent dans la durée, hein, qui s'appuie sur la disponibilité du personnel, sur l'engagement des gens et sur la qualité de la collaboration. Alors sur ce, je vous remercie de votre écoute. C'était très intéressant. Merci beaucoup, madame. Ça va bien. Il n'y a aucun problème. Je vous prends encore une minute pour vous remercier pour votre présentation. Nous a vraiment permis d'avoir une image claire des trois types de communautés, de voir aussi les attributs à travers les faisceaux, les différents éléments essentiels, puis avec la spécificité aussi des exemples. Je pense qu'on va avoir une bonne grille de lecture pour une grille d'analyse pour les prochains ateliers pour être en mesure d'avoir un discours commun. Et je voudrais vous donner peut-être le côté technique de la journée, je dirais à l'horaire.